au censeur et au collègue Diallo qui a fait un résumé du programme de géographie. Bonjour également à nos élèves qui sont là, à nos candidats. Donc comme M. Diallo l'a dit et qu'il l'a fait en géographie, moi je vais présenter un résumé de la partie histoire. Le programme d'histoire de terminale est axé autour de 3 parties. Il y a une première partie qui va du monde, qui parle du monde au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ça part à partir de 1945. Maintenant, dans cette première partie du programme, vous avez d'abord une leçon portant sur les règlements du conflit et les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Dans cette leçon, on expose, ou bien ce qu'il y a à retenir, c'est que la Seconde Guerre mondiale est un conflit planétaire qui a opposé la Grande Alliance est constituée des pays défenseurs de la démocratie, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, entre autres pays. La Grande Alliance à l'Axe. L'Axe est constitué de pays à régime fasciste, dictatoriaux, Allemagne, Japon, Italie. Donc cette Deuxième Guerre mondiale se termine en 1945 par la victoire de la Grande Alliance ou bien par la victoire des Alliés sur l'Axe. Maintenant, cette Seconde Guerre mondiale a entraîné des conséquences dramatiques. Sur le plan humain, on compte plus de 50 millions de victimes. Des conséquences matérielles, des destructions de villes, des villes entières sont détruites, des voies de communication, entre autres. Cette Deuxième Guerre mondiale a également provoqué un choc du fait des traitements inhumains infligés à des prisonniers, entre autres. Maintenant, au cours de la Seconde Guerre mondiale, nous allons assister à un certain nombre de conférences. Les conférences sont nombreuses, mais je vais retenir la conférence de Téhéran en 1943, la conférence de Yalta en février 1945 et la conférence de Potsdam, toujours en 1945. On a bien dit les règlements du conflit. Donc ce sont des rencontres internationales qui ont regroupé des représentants de la Grande Alliance, à savoir le représentant américain, le représentant anglais, celui russe. Donc règlement, parce qu'il fallait voir comment faire pour terminer, pour vaincre l'Allemagne, mais comment faire pour préparer le monde d'après-guerre. Et parmi ces conférences, l'une des plus déterminantes est la conférence de Yalta, parce que les décisions qui seront prises à Yalta vont déterminer le monde à partir de 1945. L'éponge, l'éponge, l'éponge. Donc je dis bien, l'une des conférences les plus déterminantes, c'est la conférence de Yalta du 4 au 11 février 1945.
À Yalta, il y avait la représentation américaine. Les États-Unis étaient représentés par le président de la République, Franklin Delano Roosevelt. Il représente son pays. Du côté anglais, nous avons Winston Churchill, le Premier ministre. Du côté soviétique, nous avons Joseph Staline. Donc la France est absente, même si elle fait partie de la Grande Alliance, la France est affaiblie, elle n'a pas participé à la conférence de Yalta. Donc ces trois grands vont décider que, puisque nous sommes en février 1945, la Deuxième Guerre mondiale tire à sa fin, il faut préparer le sort de l'Allemagne. On va le partager en zones d'influence. Chaque puissance aura une zone. Maintenant, même si la France est absente, on lui réserve une zone qu'elle est libre d'accepter ou de rejeter. À Yalta, on décide également de démocratiser l'Europe. Démocratisation de l'Europe à travers l'organisation d'élections transparentes. Donc pourquoi j'ai choisi la conférence de Yalta? Parce que les décisions qui vont être prises à Yalta vont déterminer le monde à partir de 1945 avec l'éclatement d'une autre guerre qui est donc la guerre froide. Donc nous avons la guerre froide qui est la deuxième leçon du programme de 1945 à 1991. Cette leçon sur la guerre froide, elle est considérée comme la leçon la plus longue du programme. Maintenant, j'ai dit au départ que la Seconde Guerre mondiale a opposé les démocraties au régime totalitaire. Ce qu'il faut retenir de la guerre froide, c'est une guerre sans affrontement armé. C'est une guerre idéologique opposant les États-Unis d'Amérique, défenseurs du capitalisme, à l'Union soviétique. Maintenant, la guerre froide, comme je l'ai dit, elle est très longue. Mais ce qu'on va essayer de faire, c'est de retenir les grandes phases de cette guerre. On a dit 45-91. La première phase, on l'appelle la guerre froide. Elle va de 1945-47 à 1953. Ce qui caractérise cette première phase, c'est la rupture entre Américains et Soviétiques. Les États-Unis défendent le capitalisme. L'Union soviétique défend le communisme. Ils étaient des alliés qui ont combattu l'Allemagne. Maintenant, chacun défend ses intérêts, d'où leur rupture en 1947. Donc cette période qu'on appelle la guerre froide se caractérise par des crises. L'une des crises importantes à retenir pendant cette première phase, c'est le coup de Prague. Le coup de Prague. En 1948, nous sommes en Tchécoslovaquie. Les communistes parviennent à s'imposer dans le gouvernement. Deuxième crise importante pendant cette période, c'est la première crise de Berlin, en Allemagne. L'Allemagne qu'on disait qui devait être partagée connaît une crise en 1948. Conséquence de la crise, naissance de deux républiques, la RFA et la RDA. Troisième crise importante, cette fois-ci c'est en Asie, c'est la guerre de Corée. De 1950 à 1953, la Corée du Nord
envahit la Corée du Sud, le conflit commence et se termine en 1953. Maintenant, même si le conflit se termine en 1953, la Corée est restée divisée en deux. Donc, dans toutes ces crises, à Berlin et surtout en Corée, j'ai dit guerre sans affrontement armé. Les États-Unis ont soutenu la Corée du Sud, l'URSS a apporté son soutien à la Corée du Nord. Donc, première phase de cette guerre, c'est de 1947 à 1953 qu'on appelle la guerre froide. Maintenant, à partir de 1953, jusqu'en de 53 à 62, nous sommes dans cette phase qu'on appelle la coexistence pacifique. Coexistence pacifique. La première phase est une phase d'affrontement. Il y a eu des crises. À partir de 53, les deux rivaux décident de cohabiter, de vivre en paix, de se rapprocher. La coexistence pacifique, on l'appelle également le dégel. Quand il y a dégel, cela veut dire qu'il y a rapprochement, qu'il y a réchauffement. Donc cette coexistence pacifique est facilitée par plusieurs facteurs. On retient l'arrivée de nouveaux dirigeants. L'Union soviétique a un nouveau leader, Nikita Khrouchtchev. Les États-Unis ont un nouveau président de la République, Eisenhower. Ils sont disposés à se rapprocher, à vivre en paix. Un autre facteur important, c'est l'équilibre de la terreur. Chacun possède une bombe. Il faut retenir que pendant cette guerre, il y a deux blocs qui sont opposés. L'Ouest, avec pour leader les États-Unis, et l'Est, l'URSS. Donc ils ont tous les deux la bombe atomique et la bombe à hydrogène. Donc la peur, elle est là présente, d'où le rapprochement entre les deux. Maintenant, même s'il y a la volonté de coexister pacifiquement, cette coexistence pacifique connaît des limites. On aura une crise à Berlin, la deuxième crise de Berlin en 61-62, qui va entraîner la construction du mur. Une autre crise importante, pendant cette période qu'on appelle la coexistence pacifique, c'est la crise de Cuba, chez Fidel Castro. Donc la crise de Cuba, la deuxième crise de Berlin, sont des crises qui montrent les limites de la coexistence pacifique, qui montrent que même si les deux rivaux sont animés par une volonté de paix, les affrontements continuent ailleurs. Ce sont des affrontements qui se produisent en Europe, la deuxième crise de Berlin, mais aussi dans les Caraïbes avec la crise de Cuba. Donc après cette deuxième phase qu'on appelle la coexistence pacifique, Diallo, à chaque fois tu vas effacer. D'accord. Okay. Je ne vais plus toucher à l'éponge. Je vais le faire. Ce sont des ordres. Donc je dis 47-53, guerre froide, affrontement. 53-62, coexistence pacifique. Maintenant, de 1962 de 63, autant pour moi, à 1975, on a ici la première détente. La détente est une période également de rapprochement, de normalisation des relations entre les deux. Ce qui a poussé les deux à se rapprocher, il y a la peur. Il y a la peur d'une guerre nucléaire. Peur d'une guerre nucléaire. Chacun a peur de provoquer l'autre parce qu'il possède un arsenal nucléaire capable de détruire l'humanité. Maintenant, cette première détente à partir de 1963 s'est manifestée par la signature d'accords. On a dit, pour éviter que la bombe ne se propage, on va signer des accords. Et parmi ces accords, nous avons le TNP, 1968,
traité de non-prolifération des armes nucléaires. Vous avez les accords SALT, également en 1972, SALT 1. Donc la signature des accords est une manifestation de cette détente, de cette volonté de paix qui anime les deux rivaux. Maintenant, de 1975 à 1985, nous avons la guerre fraîche. Quand on dit guerre fraîche, c'est le retour aux tensions, retour de la course aux armements. Cette guerre fraîche de 1975 à 1985 sera suivie par une dernière période qu'on appelle la deuxième détente qui commence en 1985. Cette deuxième détente coïncide en Union soviétique avec l'avènement de Mikhaïl Gorbatchev. C'est un tournant important. 1985, c'est une année importante dans la guerre. Elle marque la mise en place de nouvelles réformes en Union soviétique. À partir de 1985, les symboles de la fin les symboles du communisme commencent à tomber un à un. Donc avec la perestroïka et la glasnost, donc ces deux réformes vont précipiter la fin de la guerre froide avec l'éclatement de l'Union soviétique en 1991. Donc la guerre froide, c'est une leçon très longue. On ne peut pas tout dire sur cette leçon, mais ce qui est important à retenir, c'est que c'est un conflit idéologique qui oppose Américains et Soviétiques. Les États-Unis défendent le capitalisme, l'Union soviétique le communisme. C'est une guerre par alliés interposés. Retenez également que pendant cette période, le monde était divisé en deux, un bloc de l'Ouest, capitaliste, un bloc de l'Est. Maintenant, pour les phases, il y a la guerre froide, 47-53, la coexistence pacifique, la première détente, la guerre fraîche, la deuxième détente et la fin de la guerre. Maintenant, après la guerre froide, ou bien au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, un vent de changement commence à souffler dans les colonies. Il s'agit du mouvement de la décolonisation. Dans la structure, il y a un lien entre les parties. La Deuxième Guerre mondiale est l'une des causes de la guerre froide. La Seconde Guerre mondiale est l'une des causes de la décolonisation. Donc cette décolonisation, on l'a définie comme le passage de la dépendance à l'indépendance. La décolonisation concerne les peuples de couleur d'Europe, d'Asie, autant pour moi, d'Afrique. Donc cette Deuxième Guerre mondiale, comme on l'a vu, elle est liée à des causes externes. Si les Africains et les Asiatiques se sont révoltés pour réclamer l'indépendance, c'est parce que il y a l'impact des deux guerres mondiales, la première et la deuxième. Elles ont entraîné un effondrement du mythe de l'homme blanc. Autre facteur externe, l'anticolonialisme des États-Unis et de l'Union soviétique. Troisième facteur externe, l'action jouée par l'ONU, entre autres facteurs, parce qu'il y a l'émergence du tiers-monde. Donc ces facteurs externes s'ajoutent à d'autres internes, donc il faut faire la différence entre les deux. Les facteurs externes concernent l'ensemble des événements qui se sont produits en dehors des colonies. Pour les facteurs internes,
c'est l'ensemble des événements liés à l'atmosphère de la colonie. Pour les facteurs internes, nous avons l'essor du nationalisme. Les partis politiques qui ont commencé à émerger, les syndicats, les mouvements d'étudiants. Nous avons toujours pour les facteurs internes les contradictions du système colonial. Par contradiction du système colonial, il faut comprendre que pendant la colonisation, le colon a tout fait pour nous exploiter, pour exploiter nos ressources, pour nous exploiter nous-mêmes à travers le paiement d'impôts. C'est ça qu'on appelle le système colonial. L'ensemble des méthodes, l'ensemble des stratégies mises en place par la métropole pour exploiter la colonie. Donc il y a contradiction parce que la métropole a formé une élite. Senghor, Kwame Nkrumah, Gandhi, Ho Chi Minh, Amilcar Cabral du Cap-Vert, entre autres, constituent une élite. C'est la crème. Ce sont les intellectuels. Ce sont les Blancs qui les ont formés dans leurs écoles. Maintenant, pourquoi contradiction? Parce que cette élite formée dans les métropoles va une fois chez elle, se retourner contre la métropole pour réclamer l'indépendance. Un autre facteur interne à ne pas négliger, c'est l'émergence du tiers-monde. Le tiers-monde qui se constitue en un groupe qui réclame l'indépendance des colonies. Donc on retient, ce qui est à retenir pour la décolonisation, ce sont ces causes, ces facteurs, donc les faits qui ont provoqué la décolonisation, mais retenir également que même si les causes sont diverses, la décolonisation va se faire sous deux formes. La colonie, elle peut se libérer pacifiquement, sans guerre, sans prendre les armes. Le Sénégal est un exemple. L'Inde est un exemple. La colonie peut également se libérer de la domination de la métropole de manière violente. Et là, on retrouve l'Algérie. L'Algérie est un exemple puisque l'Indochine a été supprimée. Donc, elle se déroule soit pacifiquement, soit de manière violente. Mais retenez que même si la décolonisation est violente, il y a toujours un tribut de sang. Il y a des arrestations de leaders, il y a des leaders qu'on a forcés à exiler. Il y a eu des massacres, comme le cas de l'Inde. L'Inde est un exemple. L'Inde est un exemple de décolonisation violente, en Pacifique, autant pour moi. Il n'y a pas eu de guerre, mais il y a eu des massacres entre hindous et musulmans. L'Angleterre a eu également à tirer sur les Indiens. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de guerre que du sang n'a pas été versé. Donc c'est ce qu'il fallait retenir sur cette partie sur la décolonisation, qui est un mouvement d'indépendance qui commence à partir de 1945 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Je vais revenir. C'est bon. Wow. Donc, je vais revenir un peu sur la décolonisation par rapport maintenant, ici, comme Mme Cissé l'a dit. Si nous parlons maintenant de la partie qui parle ici, on a ton son. Le système. Donc, il faut faire très attention. Dans la décolonisation, comme elle a dit, elle a évoqué maintenant les causes externes et les causes internes. Donc, à partir de là, si nous parlons maintenant de la manifestation, vous verrez que le système maintenant établi par le colon aussi va jouer sur tout simplement le processus par lequel maintenant la colonie va accéder à l'indépendance. Si nous prenons maintenant l'exemple de la France d'une manière générale, la France a eu à mettre en place quel système? Ce qu'on appelle le système dit direct, avec comme objectif l'assimilation.
Donc à partir de là maintenant, vous verrez que le contraire c'est quoi? C'est le système mis en place par les Anglais qui ont eux élaboré ce qu'on appelle le système indirect qui sous-tend tout simplement ce qu'on appelle l'association. La manière aussi de gérer les colonies ou bien de diviser les colonies va tout simplement impacter. Si nous prenons maintenant l'exemple de la France, vous verrez que la France d'une manière générale va diviser ses colonies en 3 sortes. On aura 3 sortes de colonies. Il y a ce qu'on appelle les colonies d'exploitation, les colonies de peuplement et ce qu'on appelle tout simplement les protectorats. Et vous verrez que dans ce qu'on appelle les colonies d'exploitation, c'est là maintenant que la France maintenant va exiger son système, ce qu'on appelle l'indigénat. Tous les gens qui sont tout simplement considérés comme des indigènes vont subir ce qu'on appelle le système d'indigénat, taillable et corvéable à merci. C'est là maintenant que la France va imposer ce qu'on appelle son système, qu'on appelle tout simplement l'impôt. Et là, vous verrez que maintenant, pour anticiper, pour permettre maintenant à Mme Cissé de souffler, vous verrez que quand nous parlons maintenant de l'impôt, vous verrez que l'impôt sera payé en nature ou bien en argent. Et gare maintenant aux chefs de famille qui ne payaient pas leurs impôts. C'est quoi? C'était l'humiliation. Qu'est-ce qu'on faisait? Tout simplement, et vous m'excusez, hein, c'était tout simplement pour vous permettre de comprendre la frustration maintenant qui va naître maintenant de ce système. C'est quoi? Le chef de famille qui ne payait pas l'impôt sera déshabillé devant ses enfants et ses femmes, tout nus. Regardez l'humiliation. Et là, vous verrez que tout simplement, ça va frustrer maintenant les Africains. Et là, vous verrez que tout simplement, le système aussi a mis en place ce qu'on appelle le travail forcé. Et quand nous parlons maintenant de ce travail forcé, comme on le dit, on vous réquisitionne. De 8h à 18h, vous travaillez et sans être payé. Et vous verrez que ces frustrations maintenant vont tout simplement permettre de comprendre la manière. Si nous revenons maintenant un peu au Sénégal, vous verrez que le cas du Sénégal est un peu particulier. Pourquoi le cas du Sénégal est un peu particulier? On va retrouver maintenant les deux types. Le Sénégal, c'est une colonie de peuplement et en même temps une colonie d'exploitation. Tous les gens, comme les 4 communes, que ce soit Gorée, Dakar, Rufisque et Saint-Louis, les gens sont considérés comme des Français. Tous les restes sont considérés maintenant comme des indigènes. Donc d'une manière générale aussi, vous verrez que le système mis en place par les colonisateurs vont déterminer aussi le type de décolonisation. Soit elle est violente, soit elle est pacifique. Maintenant, d'une manière générale, si nous analysons, vous verrez que dans les colonies françaises, on retrouve plus de violence que dans les colonies anglaises. Donc c'est grâce maintenant à la mise en place maintenant du système que ces gens ont mis en place. Et là, vous verrez, comme elle l'a dit d'une manière très simple, vous verrez que Iba Der Thiam nous disait que la démystification maintenant de l'homme blanc, c'est quoi? C'est que les Africains ont participé maintenant aux guerres, ils ont vu le blanc pleurer. Et il nous disait tout simplement, on a vu tout simplement le blanc maintenant scier dans son pantalon, et ainsi de suite. Ce qui permettait de dire que le blanc n'est pas supérieur au noir. C'est ce qui va, que les Africains vont exploiter maintenant tout cela pour aller vers ce qu'on appelle les indépendances. Donc par résumé, décolonisation, si nous comprenons maintenant les causes, il y a les causes externes, les causes internes. Mais on a 2 types de décolonisation, soit elle est violente, soit elle est pacifique. C'est ce qui permet tout simplement maintenant à l'élève de comprendre. Ici maintenant, qu'est-ce qui est important aussi que l'élève comprenne? Il y a ce qu'on appelle les personnages, les personnalités. De la guerre froide aux décolonisations, vous avez vu tout simplement des personnalités, des leaders politiques. Et là, à l'examen le plus souvent, on vous demande de présenter. Et la présentation passe par quoi? Nationalité, fonction. Événement daté, auquel maintenant le leader est lié. Et là, ce sont des questions qui reviennent. Et on a plusieurs leaders, on a plusieurs personnalités que nous avons vues au niveau tout simplement du programme du soir. Il faut tout simplement faire des exercices et revisiter à chaque fois ce qu'on appelle les leaders que nous avons. Donc à partir maintenant de cette décolonisation, Madame a résumé, M. Mbaye est là, peut-être il va prendre la parole après. Vous verrez que tout simplement, Madame Cissé est revenue amplement sur ce qu'on appelle la guerre froide, qui nous a permis aussi de comprendre ce qu'on appelle le processus de décolonisation. Yaay boy. M. Mbaye, ça va? Lala, non, c'est bon. Maintenant, donc, d'une manière très simple maintenant,
est-ce qu'on va procéder à des questions ou bien Diarouko? S'il y a des questions maintenant, géo, histoire, avant maintenant de prendre maintenant ce qu'on appelle la méthodologie. Ou bien si M. Mbaye veut intervenir un peu, c'est bon, hein? Voilà. S'il y a des questions rapidement, on va essayer de répertorier les questions. Qui regroupe des territoires comme la Palestine, la Syrie, le Liban, la Jordanie, entre autres. La Palestine est le lieu. C'est une zone qui est convoitée par deux peuples. Il y a le peuple arabe et le peuple juif. Donc les Juifs, c'était un peuple en éternel déplacement qui a eu à rallier la Palestine au lendemain du congrès de Bâle de 1897. En 1897, le mouvement sioniste mondial organise une conférence à Bâle en Suisse avec comme mot d'ordre retour de tous les Juifs de la diaspora en Palestine, la terre promise. Maintenant, quand les Juifs ont commencé à arriver massivement en Palestine, il y a eu des heurts avec les populations arabes. Donc l'Angleterre a proposé un État judéo-arabe, un État judéo-arabe uni, c'est-à-dire un État où Arabes et Juifs vont cohabiter. Cette proposition n'a pas été acceptée par les Arabes et en 1947, l'Organisation des Nations Unies vote une résolution appelée la résolution 181. La résolution 181 propose un plan de partage de la Palestine en deux territoires. L'ONU a proposé que 55% du territoire de la Palestine soit attribué aux Juifs qui sont minoritaires. Les 45% restants sont attribués aux Arabes qui sont majoritaires et qui sont les autochtones. Les Juifs ont trouvé, quand ils sont venus, ils ont trouvé sur place des populations arabes. Dans le plan de partage, l'ONU également précise que les villes de Jérusalem et de Bethléem soient des villes à régime international particulier. Autrement dit, puisque Jérusalem est un lieu, c'est une ville, c'est un lieu saint, Jérusalem est le symbole, ou bien est le berceau des trois religions révélées, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Cette ville ne sera attribuée ni aux Juifs ni aux Arabes. Donc c'est ce plan de partage inégal que l'Organisation des Nations Unies a proposé en novembre 1947 pour régler le problème entre les Juifs et les Arabes. Maintenant, quand on regarde cette proposition, le plan de partage est déséquilibré. Les Arabes qui sont majoritaires devaient se retrouver avec la plus grande part. Et donc forcément, les Arabes rejettent le plan, les Juifs l'acceptent. Donc c'est cette partition que l'ONU a proposée en 1947 à travers la résolution 181 concernant les Juifs et les Arabes. Par quel moyen? Par quel moyen la France a pu donner l'indépendance à ses colonies, de même que l'Angleterre?
C'est bon pour le plan de partage. Ce plan a été proposé par l'ONU, qui va diviser maintenant cette terre en deux parties. Mais malheureusement, le partage n'était pas équitable, ce qui nous permet maintenant de comprendre maintenant le processus qui va permettre de comprendre maintenant cette guerre entre ces deux peuples. Oui, les moyens. Les moyens. Si on prend la France, la France est présente au Maghreb, en Algérie. Les Algériens ont fêté hier, 5 juillet, le 60e anniversaire de leur indépendance. Ils ont... Les Américains ont fêté leur indépendance le 4 juillet. Ce qui est c'est tout le qui est là, toi. Là, toi, ok. Donc, je disais que les Américains aussi ont fêté leur indépendance. Faut moi. En attendant, comme pousse le but tout. Donc je disais, il ou elle a dit, par quel moyen la France a pu donner. L'ensemble des colonies françaises, il y en a qui ont accédé à l'indépendance par les armes. C'est l'exemple de l'Algérie. L'Algérie était en conflit contre la France pendant 8 longues années. On l'appelle la guerre d'Algérie, la révolution algérienne, la guerre d'indépendance de 1954 à 1962. En Algérie, lorsque la guerre a commencé, la France a décidé de réagir par la répression. La France renforce le nombre de soldats présents en Algérie. Donc, les différents premiers présidents du Conseil, Pierre Mendès France, il fut président du Conseil en France en 1954. Guy Mollet, qui est un autre président du Conseil, entre autres présidents du Conseil, n'ont pas pu résoudre le problème. Finalement, on fait appel au général de Gaulle, qui revient au pouvoir en 1958 et qui propose aux Algériens l'autodétermination. Autodétermination. C'est-à-dire, la France ne dit pas, l'indépendance est là, elle ne donne pas l'indépendance. C'est aux Algériens de choisir à travers un référendum. Ça, c'est en Algérie. Maintenant, en AOF, Afrique occidentale française, le Sénégal est un territoire de l'AOF. L'AOF désigne l'ensemble des colonies françaises d'Afrique de l'Ouest. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Soudan, l'actuel Mali, en Haute-Volta, l'actuel Burkina, entre autres, la France a d'abord proposé des réformes. Au lendemain de la conférence de Brazzaville, la France refuse l'indépendance. Elle dit non à l'indépendance, mais à la place, on va proposer des réformes aux Africains. Union française, chaque territoire a une assemblée, loi cadre, chaque territoire a un gouvernement, communauté. La communauté est la dernière réforme. C'est en 1958. Donc, comme De Gaulle l'a fait en Algérie, en AOF également, le général De Gaulle va proposer un référendum d'autodétermination aux Sénégalais, aux Ivoiriens et autres. Donc, la France n'a pas donné une indépendance immédiate à ses colonies. Il y a des colonies qui l'ont arrachée, comme le cas de l'Algérie.
qui s'est finalement libéré de la France en juillet 62, pour le cas des colonies qui sont en Afrique occidentale française, Sénégal, Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry, là également la France n'a pas donné l'indépendance. Elle a proposé une réforme qu'on appelle la communauté. Il y a eu un référendum et donc les populations se sont prononcées. Il faut retenir que la France ne voulait pas donner une indépendance immédiate. Elle voulait encore nous maintenir sous sa domination pour nous exploiter. Donc, autodétermination proposée dans les colonies françaises, que ce soit en Algérie, qui a été en guerre contre la France, ou dans les colonies d'AOF. Maintenant, dans les colonies anglaises, les colonies anglaises, ce n'est pas à l'étude parce que, Diallo, il n'y a aucune leçon dans le programme de cette année qui porte sur la décolonisation d'une colonie anglaise. Il y avait au programme la Gold Coast, qui est devenue le Ghana. C'est la seule colonie, c'est le seul exemple que nous avons d'une colonie anglaise. Dans ces colonies, en majorité, il n'y a pas eu de guerre. Parce que l'Angleterre est plus souple. Les Anglais ne sont pas comme les Français. Les Anglais associent les populations à la gestion de la colonie. Donc je préfère, puisque dans le programme, il n'y a pas d'exemple pris concernant les colonies anglaises, je préfère qu'on s'arrête à l'exemple des colonies françaises. C'est l'Algérie, c'est le Sénégal. Pour les colonies anglaises, c'est vrai, il y a l'Inde, j'allais l'oublier. L'Inde est un exemple de décolonisation pacifique. En Inde, l'Angleterre a accordé l'indépendance à la suite de longues négociations. Il y a eu des négociations en Inde. Le Mahatma Gandhi a prôné la non-violence et il a réussi à libérer son pays pacifiquement. Mais comme je l'avais dit, même si en Inde, la décolonisation est pacifique, il y a eu beaucoup de sang, partition, indépendance dans la partition et dans le sang. L'Inde était considérée comme un exemple. Malheureusement, sa décolonisation est ratée parce que le pays est divisé en deux. Sa décolonisation est ratée parce que c'est une indépendance qui a occasionné des massacres, des pillages, des troubles, des assassinats comme celui du principal leader, le Mahatma Gandhi. J'aurais préféré que tu dis le bilan des guerres israélo-arabes. Il faut repartir aux origines du problème. Brièvement, les Juifs sont un peuple qui a vécu en Palestine pendant l'Antiquité. Ils sont chassés de la Palestine, ils vont en Égypte. Ils sont chassés d'Égypte, ils se dispersent. On les trouve en Europe, en Amérique, en Asie. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, en 1897, Théodore Herzl, c'est un juif de la diaspora. Il était à la tête d'un mouvement qu'on appelle le sionisme. Le sionisme est un mouvement qui revendique le retour des juifs en Palestine. Donc pour les juifs, la Palestine est la terre promise par Moïse. Nous musulmans, notre prophète c'est Mahomet. Les juifs, ils croient en Moïse. Donc pour eux, puisque Moïse leur a promis la terre, qui est la Palestine, ils ont le droit d'aller en Palestine, de vivre en Palestine comme les Arabes.
l'ai dit tantôt, au lendemain, l'ONU propose un plan de partage en 1947. Les Arabes refusent le plan de partage. Les Juifs l'acceptent. Et le 14 mai 1948, David Ben Gourion, qui est un Juif, proclame la naissance de la République d'Israël. Le 14 mai. C'est la proclamation de cette République qui va provoquer la première guerre israélo-arabe, qui est la guerre de 1948, appelée guerre d'indépendance. Donc 1948, c'est une guerre remportée par les Juifs. 1956, guerre israélo-arabe. 1956, nous sommes à Suez, en Égypte. L'Égypte de Nasser fait face à la France, à l'Angleterre et à Israël. La cause principale, l'Égypte a nationalisé la compagnie du canal de Suez. Les Français ne sont pas d'accord. Parce que si le canal de Suez est sous le contrôle des Égyptiens, ils ne pourront pas bénéficier des retombées, des ressources, des revenus. Les Anglais ne sont pas d'accord. Maintenant, quel est le problème des Juifs? Israël entre dans le conflit et se range du côté des Anglais et des Français, parce que pour les Juifs, l'Égypte est un ennemi. L'Égypte est arabe, l'Égypte soutient les Palestiniens, donc il faut détruire Nasser, il faut détruire l'Égypte, d'où son implication dans cette guerre aux côtés des Anglais et des Français. Mais 1956, les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique interviennent et demandent aux envahisseurs de partir, de quitter. 1967, c'est ce qu'on appelle la guerre des 6 jours. Défaite encore une fois, défaite des Arabes. 67, 73, la guerre du Kippour, défaite également des Arabes. Donc si on a à tirer un bilan, donc il y a 48 défaites des Arabes, donc victoire des Juifs. 56, on peut considérer que c'est la victoire de Nasser, mais grâce à l'intervention des deux grands. 67, défaite encore une fois des Arabes. 73, défaite des Arabes. Autre guerre, on peut la considérer comme guerre Diallo, c'est la guerre de 1982 au Liban. On l'appelle l'opération Paix en Galilée. Donc si on a à donner les limites, ou bien à faire un bilan des guerres israélo-arabes, on dira que échec total des Arabes. Les Arabes constituent une coalition. Égypte, Syrie, Liban, Jordanie, entre autres. Toute cette coalition face aux Juifs. Donc on retient que si on a à tirer un bilan, échec des forces armées arabes, hein, deuxième bilan, agrandissement du territoire israélien. À chaque fois que Israël remporte la guerre, il agrandit son territoire. Donc c'est le bilan qu'on peut tirer. Défaite des Arabes, agrandissement du... Donc c'est un bilan, si vous voulez, politique. Sur le plan politique, défaite des Arabes, agrandissement du territoire israélien. Sur le plan social, ces guerres israélo-arabes ont provoqué un nombre important de réfugiés qui vont s'installer dans des camps dans les pays voisins. C'est en Syrie, c'est en Jordanie, c'est ailleurs. Mais rationnellement, qu'est-ce qui explique ces défaites des Arabes? Si les Arabes sont vaincus, c'est parce qu'ils ne sont pas unis, ils sont divisés. Chaque puissance arabe veut diriger. C'est le principal problème. Chaque puissance arabe veut diriger. Principale cause de l'échec.
Autre cause de l'échec des Arabes, les Juifs ont le soutien des États-Unis d'Amérique, qui leur fournissent des armes, qui leur fournissent de l'argent. Donc c'est ce bilan qu'on peut tirer. Contrairement aux Arabes qui n'ont que des pierres. Intifada. Intifada, c'est en 87. Parce que les jeunes ont dit, puisque les armes n'ont rien résolu, nous allons lutter à notre manière. On n'a pas les moyens d'acheter des armes pour faire face aux Juifs. Mais les pierres, ça ne manque pas. On va les ramasser pour les jeter à chaque fois que des soldats israéliens passent dans les territoires occupés. Pouvez-vous nous expliquer la question palestinienne après la guerre du Kippour? Il y a une question qui revient sur la guerre du Kippour en octobre 1973. La cause principale de cette guerre déjà, la Syrie et l'Égypte se sont sentis humiliés par Israël en 1967. En 1967, pendant la guerre des 6 jours, l'Égypte et la Syrie sont non seulement vaincus, mais il y a des territoires, leurs appartenants, qui ont été occupés par les Juifs. Donc ils se sentent humiliés. Donc en 1973, ils vont attaquer Israël pour laver cette humiliation, pour récupérer les territoires perdus. La guerre a éclaté le 6 octobre, en plein fête. 6 octobre, les Juifs étaient en fête, comme on s'apprête à fêter la Tabaski. Donc, l'Égypte et la Syrie attaquent Israël. Dans les toutes premières semaines, les Juifs sont partout vaincus. Mais ils vont rapidement inverser la tendance grâce encore une fois au soutien des États-Unis. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après cette guerre du Kippour? On va prendre au sérieux la partie arabe. Pourquoi? Parce que les Arabes ont une arme. Les Arabes ont du pétrole. En pleine guerre, en octobre, ils vont provoquer le premier choc pétrolier. Ils se sont dit, puisque les États-Unis soutiennent les Juifs, nous allons utiliser une arme que nous possédons, c'est le pétrole. Les pays arabes, excepté l'Arabie Saoudite, décident d'augmenter le prix du baril de pétrole. Ils décident de réduire la production. Ils décident de ne plus vendre du pétrole aux États-Unis. J'ai dit tantôt que si les Arabes sont vaincus, c'est parce qu'ils sont divisés. Quand on a décidé l'embargo, l'Arabie Saoudite a refusé. L'Arabie Saoudite a dit, je vais continuer à vendre du pétrole aux États-Unis. Donc, conséquence, au lendemain de la guerre du Kippour, des négociations sont ouvertes entre les Arabes et les Juifs. Et ces négociations vont aboutir aux accords de Camp David. Accord de Camp David en 1978. Camp David, c'est en 1978. Il y a même une question par rapport à ça. Sommet de Camp David, ou bien accord de Camp David, c'est en 1978. C'est entre Anwar
El-Sadat, qui a succédé à Nasser en Égypte. Il y a du côté juif, Menahem Begin, et c'était sous la supervision du président américain Jimmy Carter. Accord de Camp David, c'est au lendemain, ou bien si vous voulez, c'est une conséquence de la guerre du Kippour. Maintenant, ces accords vont encore diviser les Arabes parce que Nasser est considéré comme un traître. Pour les Arabes, Nasser ne devait pas seul signer avec Israël. Il va donc être assassiné en 1980 par un Égyptien qui ne lui a pas pardonné de se rapprocher des Juifs. La dernière question, il y a un élève qui a posé une question en rapport avec la première intifada. Intifada, qui signifie la révolution ou bien la guerre des pierres. Ce ne sont pas les pierres qui se font la guerre. Puisque les Arabes sont partout vaincus lors des précédentes guerres que j'ai données. Les jeunes ont dit, les jeunes Palestiniens, ils disent, puisque les armes n'ont rien résolu, nous allons nous battre, nous allons résister à notre manière. Nous n'avons pas d'argent. Nous sommes réfugiés dans des pays voisins. Mais on va changer de moyen de lutte. Nous allons prendre les pierres qu'on trouve en abondance sur notre territoire. Donc la première intifada éclate en 1987. Deuxième intifada, c'est en l'an 2000. La guerre du Golfe, ça c'est dans la leçon peut-être sur la guerre froide. C'est en 1991. La guerre du Golfe. Nous sommes dans les pays du Golfe. En 1991, Saddam Hussein est un arabe. Il était le dirigeant irakien. Saddam Hussein demande à l'émir du Koweït. Le Koweït, c'est également un pays du Golfe. Ils sont tous des pays pétroliers. Saddam demande à l'émir du Koweït d'annuler la dette irakienne vis-à-vis de ce pays. L'Irak était en conflit contre l'Iran de 1980 à 1988. Et pendant cette guerre, l'Irak s'est beaucoup endetté vis-à-vis du Koweït. Donc en 90-91, Saddam demande à l'émir du Koweït d'éponger la dette. L'émir refuse. Saddam envahit le Koweït et veut l'annexer. Annexion. Annexer un territoire, c'est le rattacher au sien. Def comme si le territoire, si ça bosse le boc. Maintenant, quand il l'a fait, les États-Unis d'Amérique se mettent du côté de l'Arabie Saoudite qui est menacée, du côté du Koweït, et mettent en place une armée internationale. Dans l'armée internationale qui va faire face à l'Irak, on trouve en majorité des Américains. Il y a des Américains. Il y a des Français, des Européens comme les Français. Il y a des Africains comme nous, Sénégalais. L'armée sénégalaise est très respectée. Nous participons à beaucoup d'opérations de maintien de la paix parce que nous avons une armée qui est solide. Djambar, ça veut tout dire. Donc,
l'opération, vous suivez rapidement, l'opération qui va permettre de chasser Saddam Hussein de l'Irak, du Koweït, autant pour moi, on l'appelle l'opération Tempête du désert. Tempête du désert. C'est l'opération menée par la coalition internationale pour sortir les Irakiens du Koweït. Donc en 1991, grâce à l'opération Tempête du désert, l'Irak est libéré, l'Arabie Saoudite est libérée de la domination ou bien de la menace irakienne. Malheureusement, comme il l'a dit, au cours de cette guerre, on a perdu un contingent, puisque le Koweït, l'Arabie Saoudite, il y a la Mecque à côté. Et comme tout bon musulman, des soldats ont voulu accomplir l'un des piliers de l'islam. Donc, au cours de leur pèlerinage à la Mecque, leur avion a connu un crash et malheureusement, ils sont tous restés là-bas. Donc, guerre du Golfe, c'est en 1991. Accord de Camp David, je l'avais dit, c'est en 1978. Maintenant, il reste la feuille de route. La feuille de route, c'est en 2003. La feuille de route. C'est un document présenté par un groupe qu'on appelle le quartet. Le quartet est constitué de 4 éléments. Il y a l'Organisation des Nations Unies, il y a les États-Unis d'Amérique, il y a la Russie, nous sommes en 2003, l'URSS n'existe plus, et la dernière composante, l'Union européenne. Ce sont ces 4 qui ont proposé la feuille de route. La feuille de route, c'est un ensemble de pistes de solutions pour mettre fin à la crise israélo-arabe. Malheureusement, cette feuille de route ne sera pas appliquée à cause du retour de la violence. Donc, ce qu'on peut retenir ici, c'est que cette feuille de route est proposée par un groupe qui est en partie responsable du problème. L'ONU propose une solution. Et pourtant, c'est elle qui a proposé le plan de partage inégal. Les États-Unis proposent une solution. Ils ont accepté le plan de partage. La Russie a accepté le plan de partage déséquilibré. Pour l'Union européenne, il y a l'Angleterre qui, en 1917, à travers la déclaration Balfour, l'Angleterre s'est dit favorable à l'implantation d'un foyer national juif en Palestine. Donc, c'est dire que ce sont des pays, des structures qui ont créé le problème, qui ont mis le feu et qui reviennent pour l'éteindre. Donc, feuille de route, c'est en 2003. Accord de Camp David, 78. Guerre du Golfe, 91. Maintenant, les derniers accords, ce sont les accords d'Oslo. Accord d'Oslo. C'est en 1993. C'est l'un des accords les plus importants dans le processus de paix entre Arabes et Juifs. Les accords sont signés à Washington, aux États-Unis. À Washington. Qui sont les acteurs? Les Palestiniens sont représentés par Yasser Arafat. C'est un Arabe, c'est un Palestinien. Défenseur
des Arabes, des Palestiniens. Les Juifs sont représentés par leur premier ministre, Yitzhak Rabin. Et ces accords, comme d'habitude, sont supervisés par un président américain. Cette fois-ci, il s'agit de Bill Clinton. Bill Clinton. Il fut président des États-Unis en 1991. Bill Clinton est le mari de Hillary Clinton, qui est la candidate malheureuse face à Donald Trump. Donc, pourquoi on dit accord d'Oslo? Même si on l'a signé à Washington, parce que ça a été préparé à Oslo en Norvège. Maintenant, ce qu'il faut retenir rapidement de ces accords d'Oslo, c'est que si ces accords étaient appliqués, Israël va accepter l'existence des Palestiniens, les Palestiniens vont également accepter l'existence d'Israël. Autre élément important, si ces accords étaient appliqués, les Palestiniens auront un État. Malheureusement, ces accords vont être sabotés en 1995 suite à l'assassinat de Yitzhak Rabin par un juif. Donc ce sont les réponses qu'on pouvait apporter à ces différentes interrogations.